Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes deux invités de la première partie m'ont rejoint, M. Paul Etienne, journaliste, essayiste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, et Maître Seyd Zeye, avocat au barreau d'Orsay, m'a également rejoint, et Louis-Georges Tin, président du CRAN, conseil représentatif des associations noires de France. Il est universitaire, il est aussi écrivain et auteur du livre, je le rappelle, Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire, édition Stock. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette troisième partie. Alors, quel rapport avons-nous au passé colonial, mais surtout, comment sortir du mimétisme systémique auquel nous a condamné la colonisation? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter ce qu'en disent quelques intellectuels africains. Il faut, toute proportion gardée, que ce soit d'abord l'élite africaine qui soit au centre, n'est-ce pas, de l'appropriation même de l'africanisme, de l'africanité, pour que nous cessions d'être ce que Frantz Fanon appelait dans son livre Peau noire, masque blanc, que nous soyons, comme on dit en français facile, nous-mêmes, nous-mêmes. Lorsque vous regardez par exemple des instruments de la colonisation comme, pour ne prendre que cet exemple sur le plan financier, si vous prenez un exemple sur le franc CFA, qui était d'abord le franc de la colonisation française en Afrique avant de devenir franc de la coopération française en Afrique, eh bien, vous constatez que nous sommes toujours, il y a toujours les vestiges de la colonisation qui sont là, pendant qu'on fait de grands discours pour dire non à la colonisation, lorsqu'on veut ressasser, n'est-ce pas, l'histoire de la colonisation, comme disait Sarkozy, mais nous restons toujours attachés à ces principes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut que nous soyons authentiques, sans toutefois rejeter ce qui est de l'autre, mais en étant vraiment africains. Quand vous regardez les Asiatiques, pour ne prendre que le cas des Chinois, les Chinois restent Chinois parce qu'ils ont leur monnaie, qui est le yuan, et rester chinois parce qu'ils ont leur culture qui est la culture hindoue, la culture Mao, et ça marche. Vous pouvez faire la ronde. Quand vous prenez les Américains, ils ont leur culture, et il n'y a que l'Afrique qui s'est dénaturée dans le comportement même en adoptant, n'est-ce pas, la culture de l'autre, en pensant que le blanc reste toujours l'être supérieur. Dans notre façon de fonctionner, le patriotisme, le zèle pour sa patrie, l'amour pour sa République et pour sa nation ne sont pas au top niveau, un peu comme chez l'anglophone. Nous sommes très préoccupés à rechercher nos intérêts. Nous sommes très préoccupés à rechercher une majorité ici, à constituer une minorité par là, à parler de tout sauf du développement. C'est ça la réalité. Et il ne suffit pas de parler du développement à longueur de journée, de l'inscrire dans tous les politiques publiques et stratégies de développement. Le développement, c'est d'abord une conscience. Le développement, c'est d'abord une pratique, puisque à la réalité et à l'évidence, il n'y a pas de peuple développé sans sa culture. Il n'y a pas de peuple qui soit développé en mettant de côté sa culture, sa conscience et la volonté. Et d'ailleurs, culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. Ce que j'appelle, c'est à une autonomie intellectuelle qui lui permet de reposer les termes du débat et de repenser en fonction de nos réalités et surtout en fonction de qui nous voulons être et où nous voulons aller. Lorsqu'on écoute les discours, on a le sentiment que nous n'imprimons rien à la marche du monde, que nous n'avons pas de proposition civilisationnelle pour le monde. Actuellement, le monde est en crise. Il ne sait plus quoi faire de son économie, il ne sait plus comment vivre ensemble, il ne sait plus quoi faire de la paix, il ne sait plus quoi faire des migrants. Et j'estime que le continent le plus vieux du monde, qui a une histoire longue, millénaire et complexe, a vu l'humanité en relief, qu'elle a probablement des choses à dire sur la marche des choses, sur la marche du monde. Elle a des propositions à faire pour sortir de l'impasse. Et puis elle a, durant sa longue histoire, eu des innovations sociales, elle a résolu des chocs, elle a survécu à des chocs, elle a énormément d'expérience à mettre sur la table. Monsieur Tin, il y a un mot qui est revenu avec récurrence, c'est la culture.
Et justement, à propos de la culture, je l'ai dit en début d'émission, vous vous battez aux côtés des autorités béninoises qui réclament à la France les 5000 objets culturels volés, pillés et qui sont aujourd'hui exposés au musée du Quai Branly à Paris. Quelle chance de voir cette requête aboutir avant de commencer notre débat. Dites-nous très rapidement. Je suis pour ma part très optimiste. Nous attendons sous peu la réponse officielle de la France. De quoi s'agit-il? Il s'agit de toutes les pièces qui ont été volées à la fin du 19e siècle dans toute l'Afrique, notamment le Bénin. Toutes ces pièces se retrouvent aujourd'hui au musée du Quai Branly. Vous avez les statues des rois du Bénin, des rois d'Abomey. Vous avez des trônes royaux, les récades, les sceptres royaux. Tout cela appartient au Bénin, il n'y a aucun doute. Voilà pourquoi nous avons depuis 3 ans lancé cette campagne. Et en juillet dernier, le président Talon a fait demande officielle auprès de la France pour la restitution, ce qui est une première historique. Et vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France ne peut plus se permettre justement d'être dans le déni, comme je disais. Pourquoi? On ne peut pas fonder le dialogue interculturel sur le pillage interculturel. Et quand M. Sarkozy disait l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, il aurait dû dire nous avons volé l'histoire de l'homme africain. C'est plutôt ça. Ils nous ont construit des routes, mais ils ont pris nos objets culturels quand même. D'autant plus que les routes qu'ils ont faites, c'était pour mieux exploiter. Donc aujourd'hui, évidemment, tout cela est absolument inacceptable. Et donc, nous sommes en train de faire du lobbying auprès du gouvernement français pour dire c'est du vol. Et aujourd'hui, le problème, c'est que 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. C'est Aminata Traoré, la ministre de la Culture du Mali, qui le disait. Ce qui veut dire que quand les Africains veulent montrer à leurs enfants leur propre histoire, mais ils ne peuvent pas, il faudrait venir en France pour cela. Ce n'est pas normal. C'est comme si Mme Merkel disait Hitler a pris, je ne sais pas, la couronne des rois de France et je la garde parce que c'est à moi. Ça serait inacceptable. Tout à fait. Donc nous devons être tous mobilisés derrière le Bénin pour que justice soit faite et au-delà du Bénin, tous les autres pays concernés, bien entendu. Maître Zéhé, quand on parle la langue de... Et cela, c'est une réparation culturelle. C'est une réparation culturelle. On reste espérer effectivement que cette requête va aboutir positivement et que les 5000 pièces volées, pillées au Bénin, seront restituées au Bénin. Peu importe ce qu'ils en font, c'est leur pièce et on a à le leur restituer. Maître Zéhé... La Belgique a fait pire encore avec RDC parce que les musées royaux en Belgique sont pleins de trucs pris, usurpés en RD. Le musée de Tervuren notamment. Exactement. Maître Zéhé, Pardon, oui. Quand on parle la langue de quelqu'un, on s'approprie forcément une partie de sa culture. Et donc, on oublie une partie de sa propre culture. Comment? Il y a un intervenant qui a dit dans le sujet, nous devons savoir où nous voulons aller et qui nous voulons être. Cette question, comment l'aborder aujourd'hui sur le continent? Le phénomène de la culture... Le retour aux sources. Oui, le phénomène de la culturation, c'est de ça Tout à fait, c'est cela la question. La culturation, pour moi, c'est pas un problème. On peut s'intégrer dans une société comme en France. Moi, je parle le français, vous m'entendez, et je parle aussi ma langue d'origine, le ouais. Il n'y a pas de souci, je parle le ouais, je parle ma langue d'origine, et je parle même le créole, manque pas les créoles. Vous savez. Et donc, l'acculturation n'est pas un problème. Ça permet de s'intégrer dans une société donnée à un moment donné. Alors moi, je voudrais revenir un peu sur le silence coupable de certains de nos dirigeants. De la part de la France, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que d'un point de vue historique, tout a été barricadé pour nier les crimes contre l'humanité commis par la France et l'Occident en général. 3 explications historiques. S'il vous plaît, très rapidement. Il y a d'abord, au XVe siècle, ce qu'on appela la controverse de Valladolid. Fallait-il déporter les nègres d'Afrique pour remplacer les Indiens qu'on avait jugés paresseux parce que les Africains sont plus robustes? Tout à fait. Et donc, il y a eu une controverse pour savoir si le noir avait une âme. Oh diantre, quelle injure. Si le noir a une âme, s'il n'est pas assimilable aux animaux, eh bien, la controverse de Valladolid a légitimé l'esclavage, disant que le noir n'a pas d'âme. Et là-dessus, l'Église catholique a une lourde responsabilité, puisque c'est elle qui a encouragé, justement, ceux qui partaient déporter les Africains, 100 millions de déportés. Pour le traduire, Montesquieu disait, un Dieu si sage ne saurait mettre une âme dans un corps si noir. Absolument. Même tous les auteurs du siècle des Lumières, les Voltaire, les barons de Montesquieu, etc. l'ont dit. Il y a eu ensuite le Code noir. Le premier date de 1685. Le Code napoléonien.
Voilà. Et oui, d'abord le Côte d'Ivoire. À l'époque de Louis XIV. Oui, tout à fait. Voilà, on est toujours en pleine lumière, soi-disant. Et donc, Louis XIV signe le premier code noir en 1685. Lorsqu'en 1794, il y a eu la révolution derrière en 1789, il y a eu une première abolition en 1794. C'est Bonaparte qui va rétablir l'esclavage en 1802. Voilà. Absolument. Alors, et je voudrais terminer par la charte de l'impérialisme. Alors, cette charte, ça peut chauffer les esprits dans les foyers africains et partout dans la diaspora, mais je dois quand même en dire un mot. S'il vous plaît. J'ai retenu quelques articles. Le premier c'est concernant la devise même de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète, notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Vous avez l'article 2 qui dit « Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant ». On va plus loin à l'article 3. Hein? Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Il ne faut pas s'étonner que des dirigeants africains qui osent tenir soient assassinés ou emprisonnés. Les deux derniers exemples. Il y a eu Lumumba, il y a eu Sankara, les deux derniers exemples. Kadhafi, assassiné, Laurent Gbagbo à la CPI. Il ne faut pas s'étonner. Les marionnettes qui doivent diriger nos pays pour que ces gens-là soient à la disposition de l'Occident. Voilà des explications historiques. Monsieur Echine, Oui. une fatalité finalement. Monsieur Echine, On n'a pas de temps, parce qu'on avait temps, on serait revenu dessus pour donner raison à Macron. Aimé Césaire disait que la colonisation est une barbarie. Dans la définition de Nuremberg, vous trouvez les mêmes mots que dedans, mais c'est éparpillé ailleurs. Dans le discours sur le colonialisme en 1955. Exactement. Mais on n'a pas le temps, Richard, vraiment, pour aller le voir dans ce... Comment il avait raison. Regardez Haïti. Quelqu'un disait qu'au lieu de... par rapport à la condamnation à perpétuité, qu'il vaut mieux le tuer tout de suite. Je veux dire que, regarde dans quel état... Ça, c'est la conséquence. Si ce n'est pas là un crime contre l'humanité, un pays qui a gagné la guerre contre la France, et on l'a puni d'avoir gagné, et qui devait payer les Indes. C'est la seule fois dans l'histoire, avec H majuscule, que l'on trouve des choses comme ça. Je reviens au thème, Richard. S'il vous plaît. Il y a 3 éléments. Je vais essayer de faire vite. Je crois que c'est Georges Tin qui a dit tout à l'heure que c'est le viol. J'ajoute que c'est le viol permanent. Pardon, mesdames. Et même Jean Théo, à qui c'est arrivé, ce que vous savez. Le viol a ceci, c'est-à-dire que c'est brusque, c'est déstabilise le fait surprise. Mais la colonisation, c'est pire, parce que le viol est permanent. Permanent. Et le drame pour nous, Africains, c'est qu'à un moment donné, c'est pire que le syndrome de Stockholm. Nous sommes habitués au viol comme victime. On se laisse vivre. Parfois même, on remercie le violeur. C'est terrible. Oui. C'est ça qui nous... On vient se prosterner devant. Exactement. Et puis, mais... Sur la question de la réparation, oui. n'importe quelle victime demande réparation. C'est le principe de base de toute justice. Il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans réparation. Donc, le principe de la réparation ne peut pas être discuté. La seule chose qu'on puisse discuter, c'est les modalités. Il faut évidemment des réparations et morales et financières, parce que le crime est à la fois immoral et un crime de vol. Donc, la restitution des objets au Bénin, c'est un élément. La restitution du trésor pillé aux Haïtiens, c'est évidemment nécessaire. Il faut effectivement de l'éducation. Je crois que les intellectuels qu'on a interrogés l'ont dit. Il faut mille et une façons, des réformes agraires. Donc, on peut discuter des modalités, mais je crois qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont épris de justice en Afrique ou ailleurs doivent se mettre à la table pour parler de réparation. Et je crois que les pays du Nord ne pourront pas échapper à cela. D'ailleurs, la réparation a déjà eu lieu pour beaucoup de peuples. Un peu symbolique, hein? C'est pas seulement symbolique, parce que le mal n'était pas que symbolique. Ça veut dire ça. Il faut aussi des réparations symboliques, mais pas seulement. Mais par exemple, les Amérindiens ont reçu des réparations et morales et financières des présidents états-uniens. Il y a eu des réparations après la première
après la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. On ne va pas donner les exemples, mais je crois que si on veut sortir du colonialisme et si on veut combattre le crime, il faut des réparations. Et si vous ne demandez pas des réparations, vous vous mettez en danger parce que vous serez à votre tour victime d'autres crimes. Vous organisez l'impunité. S'il n'y a pas de justice, on organise l'impunité. Encore réparation, pardon, parce que je n'avais pas... Mais très rapidement, très rapidement, je vais dire que je passe sous contrôle, Maître Nzé. La réparation, pardon, prof, c'est remettre les choses dans l'état où ils étaient avant l'accident. C'est impossible. C'est totalement impossible. L'impossibilité absolue. Et je disais que la colonisation nous a vidés. C'est pour ça qu'on n'est plus capable. Je suis même optimiste que toi, prof. Parce que la colonisation nous a vidés. On n'est plus même capable. C'est pour ça qu'il y a la crime contre l'humanité. On a été zombifiés. On a été zombifiés. Malheureusement pas. C'est pour ça qu'on n'est pas capable. Alors, en 2 secondes, s'il vous plaît. On n'est pas capable de revenir. Comment nous devons continuer sur la déclaration, ce sera mon dernier mot, sur la déclaration du candidat Macron, cette déclaration n'a pas été faite dans un lieu anodin. Elle est faite à Alger. L'Algérie a battu la France. L'Algérie a eu la victoire sur le colonialisme. La déclaration de Macron n'a pas été faite ni à Abidjan ni à Yaoundé. Donc, c'est chez le vainqueur qu'il a fait cette déclaration. Et je pense que cette démarche, elle est scientifiquement, au-delà même du symbole, c'est une démarche politique importante parce que ça lui permet d'avoir, en tout cas, d'incarner l'image de l'homme politique nouveau qui veut présenter. Même s'il est un candidat en tout cas, ça a été une démarche à mon avis, très franche, une démarche honnête. On ne peut pas partir ici sans dire que la guerre d'Algérie cachait une guerre encore plus terrible, plus barbare. Comme disait, c'est le Cameroun en pays américain, en pays Bassa. Près d'1 million de morts. Et Mesmer, l'un des théoriciens de la colonisation française, l'a reconnu. On a mis la napalm en pays américain. Il ajoute en riant, ben, c'était la guerre. Et puis, c'est parce que le colonisateur n'a jamais considéré que nous fûmes des humains. Pour le noir, pour couper la main, les seins, la tête de tous ceux qui voulaient la liberté. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, dont La France africophonie, la décolonisation par la recolonisation perpétuelle. On est dans le thème, là. Merci, M. Etienne, d'avoir accepté de participer à ce débat. Et puis, nous avons Louis-Georges Jetin, vous êtes président du CRAN, Conseil des associations représentatives des Noirs. Vous êtes aussi universitaire, écrivain, auteur de Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire. Merci, monsieur Louis-Georges Jetin, d'avoir participé à ce débat. Et puis, maître Saïd Zé, vous êtes, avocat au barreau d'Orsay en France. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce débat pour éclairer nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.